Bonjour et bienvenue pour cette émission de Sport Corner organisée par Sport et Citoyenneté au Parlement européen. Nous avons le plaisir d'accueillir deux personnalités du sport. Je vais commencer par la personnalité française, Denis Masséga, qui est le président du comité olympique et sportif français, et Marc Tarabella, qui est un député européen belge, qui sont tous les deux très impliqués dans le sport. Marc Tarabella, notamment, a pris l'initiative de lancer un intergroupe sport au Parlement européen. C'était une première. Monsieur le député, on sort d'une semaine européenne du sport du 7 au 13 septembre dernier. Vous avez appelé de vos voeux cette semaine. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats de cette semaine européenne du sport? Satisfait qu'elle ait eu lieu. Maintenant, il faut essuyer les plâtres et voir ce qui a fonctionné, ce qui a peut-être moins bien fonctionné. Je crois que l'intérêt, il y a toujours une première. Et puis après, c'est d'améliorer les choses pour que cette semaine du sport percole vraiment jusque dans tous les rouages de la société, y compris dans les petits clubs de village, et que tous les citoyens se sentent concernés. Parce que tant qu'il n'y a que les institutions, c'est déjà bien d'en prendre conscience au sein des institutions, mais il faut que ça ait vraiment un impact, d'abord sur cette semaine, et que ça ait un impact dans toute la société, dans toutes les associations sportives qui le font au quotidien, avec une belle reconnaissance. Et puis après que, de là, à partir de là, le but, c'est qu'on se rende compte de plus en plus que le sport est quelque chose qui est vital et qui est important pour la santé, le maintien de la santé. Et la Commission européenne était dans son rôle d'initiateur de cette semaine? Oui, elle est dans son rôle d'initiateur et pour la première fois, il y a un commissaire qui est dévolu spécifiquement à la pratique du sport, ce qui est quand même encourageant. Et donc, je dis, il faudra essuyer les plâtres, faire un bilan des moyens mis en jeu en comparaison avec le résultat. Et de faisant en sorte qu'on améliore à chaque édition et que l'on s'appuie peut-être sur des expériences déjà existantes. Alors on va en parler. Donc la France n'a pas attendu le signe de Bruxelles et de la Commission européenne pour lancer sa semaine française du sport. Ouais. Depuis quand, Monsieur le Président? Depuis 2010. L'opération s'appelle Sentez-vous sport. Alors c'est plus facile en français qu'en anglais parce que le jeu de mots est difficilement traductible. Donc on fait depuis 2010 une opération qui chaque jour concerne une catégorie de population. Donc il y a la journée du sport scolaire, du sport universitaire, du sport dans l'entreprise, du sport dans le club, du patrimoine sportif. Peut-être l'an prochain, y aura-t-il une journée du sport au féminin. On avait envisagé aussi de faire une journée du sport pour le troisième âge, du sport dans les prisons. Tout ce qui permet de montrer les aspects sociétaux du sport. Et là, vous appuyez beaucoup sur les clubs, j'imagine? On s'appuie sur les clubs, on s'appuie sur, évidemment, puisque c'est le moment sportif qui la prend en charge, mais on s'appuie aussi sur des collectivités, sur des partenaires économiques. C'est un vrai enjeu. Et pour nous, c'est aussi la démonstration que le sport va au-delà de la pratique sportive compétitive et qu'il doit concerner l'ensemble des populations. C'est un vrai enjeu de société. Tout le monde le reconnaît. Je pense que la démarche de la Commission européenne va dans le sens d'en faire en plus un enjeu européen, parce qu'il est évidemment partagé. Demain, investir sur le sport et ne plus le considérer comme une charge, c'est aussi le challenge qu'on doit se fixer, parce que tout ce qui peut être investi dans la pratique sportive régulière et appropriée, pas tout le monde peut faire du sport de haut niveau, va payer. Le problème, c'est que ça ne paye pas toujours à court terme. Et donc, il faut accepter que les dividendes soient récoltés au bout de peut-être 15 années. Et donc, l'effet n'est pas immédiat. Il faut donc expliquer aux politiques que le fruit de leur action se récoltera plus tard. Et peut-être que c'est d'autres qui en retireront les dividendes. Nos sociétés, Président, Monsieur le député, nos sociétés donnent des signes inquiétants sur la pratique de l'activité physique. Est-ce que l'Union européenne et au niveau des institutions sportives, vous prenez conscience de cet état de déficit d'activité physique et comment y remédier? Tout à fait, on en prend conscience. Moi je me souviens, il y a quelques années, j'ai fait connaissance avec une association née en France, à Strasbourg, Ciel Bleu, qui encourage la pratique du sport chez les seniors. Et on voit notamment qu'en milieu de maisons de repos et de soins, on consomme moins de médicaments, on se sent mieux plus longtemps, et donc c'est vraiment fondamental. Donc partage d'expériences positives. Aujourd'hui, par exemple, à la Commission Agriculture, je suis rapporteur sur un dossier qui est la distribution des fruits et légumes frais dans les écoles et le lait, et des produits lactés. Eh bien, c'est aussi un enjeu éducatif. C'est mieux se nourrir, se réapproprier le goût et la texture des fruits, manger du frais. On dit 5 portions de fruits et légumes par jour, c'est vrai, mais il faut l'encourager notamment à travers les écoles et changer les comportements alimentaires et parallèlement à ça, revenir à une société où on bouge plus. C'est vrai qu'on est de plus en plus sédentaire et que la pratique sportive, couplée à une alimentation plus saine, et là on a ces deux problèmes aujourd'hui dans la société qui créent
un gros problème qui est l'obésité. Je ne suis pas très crédible pour parler d'obésité, ça vous fait sourire, mais je comprends. Mais quand j'étais enfant, je n'étais pas obèse. Mais tout simplement, aujourd'hui, le risque, c'est qu'une majorité d'enfants soient obèses dès l'école primaire, parce qu'on mange trop sucré, parce qu'on mange trop salé, trop gras. Et donc, c'est vraiment un enjeu de société et couplé à la pratique sportive, c'est fondamental. Président, en France, il y a une prise de conscience aussi. Et est-ce que du côté de l'éducation nationale, cette prise de conscience est évidente aussi, selon vous? Alors moi je dirais qu'il y a deux cibles privilégiées pour nous. Même si on s'appelle Comité national olympique et sportif, on s'occupe effectivement de sport et de sport dans toutes ses composantes. Alors deux cibles privilégiées, les jeunes, et ils sont tous à l'école, Oui. et ceux qui travaillent dans une entreprise, parce que c'est quand même pas très compliqué d'aller faire passer le message auprès des collaborateurs d'une entreprise. Donc pour l'école, c'est important que l'on puisse augmenter les passerelles entre le milieu éducatif et le milieu associatif sportif. Ça ne coûte pas cher. C'est important parce qu'un jeune sur deux actuellement en France ne fait pas de sport dans un club s'il est issu d'un milieu populaire et un jeune sur trois s'il est issu d'un milieu en général un peu plus aisé. Donc c'est un vrai signal d'alarme que l'on doit tirer parce qu'il n'y a que dans un club que l'on peut acquérir un certain nombre de repères sans lesquels un homme reste taqué toute sa vie. On apprend le respect de soi-même, de la règle, des autres. On a un lien intergénérationnel, on a une vraie identité. C'est important l'identité, avoir des repères et qu'on puisse ainsi se construire. Et puis, au niveau des collaborateurs d'une entreprise, c'est un vrai enjeu économique. On a fait cette année, dans le cadre de la Semaine européenne du sport, un colloque sport et entreprise marqué par la dimension européenne, dont il ressort que la pratique sportive régulière et appropriée des collaborateurs permet, pour 1 euro investi, de récolter entre 4 et 9 euros de performance économique pour l'entreprise. Pour l'entreprise, et entre 300 et 350 euros d'économie pour la sécurité sociale. Donc c'est un vrai enjeu pour la nation, de manière très générale. Il faut favoriser le présentéisme ou lutter contre l'absentéisme, et ça revient au même. Il faut faire en sorte qu'il y ait moins de dégâts, entre guillemets, par le positionnement permanent devant un écran d'ordinateur. Ça crée des troubles musculo-squelettiques, on le sait. Donc il faut aussi qu'il y ait un meilleur management. Tout ça, le sport peut y contribuer. Alors, Président, vous préparez une France sportive pour une France olympique en 2024. Les chances de... Je rêve des Jeux. C'est très bien, il faut en offrir un aux députés. Les atouts de cette candidature en 2 mots pour 2024? Alors, je dirais qu'il y a d'abord le fait que la France en sera à sa 4e candidature en 30 ans pour les Jeux d'été. Avec à chaque fois Paris en sera à sa 4e candidature. Avec des échecs. Avec des échecs. Avec en plus, au passage, une candidature de Lille et une candidature d'Annecy. Donc, la France montre on ne peut mieux son amour pour l'olympisme, son amour pour les Jeux. Pourquoi on a perdu à chaque fois, Monsieur le Président? Alors, on a perdu parfois lourdement, on a perdu une fois pour 2012 de peu, mais on a perdu quand même avec 2 voix. Alors, ça serait compliqué d'analyser toutes les causes, mais c'est une accumulation de petites raisons qui ont fait qu'à la fin, on a perdu. Peut-être parce qu'on n'a pas su, entre guillemets, vendre notre produit. Peut-être aussi parce que le mouvement sportif n'a pas assumé son rôle de leadership jusqu'au bout et de manière totale. Là, on a un vrai challenge. Toutes les parties prenantes se sont accordées pour dire qu'il appartenait au mouvement sportif de conduire la candidature. Et nous avons donc un GIP, groupement d'intérêt public, avec une majorité mouvement sportif. C'est une grande première pour la France. Et donc, j'espère qu'on prouvera que c'était la bonne solution. Pour l'Union européenne, c'est important d'avoir une et même plusieurs candidatures européennes. Ce ne serait pas mieux d'en avoir une seule plutôt que d'en avoir dans plusieurs villes, Budapest, Rome, Hambourg, qui va peut-être renoncer? C'est compliqué d'en avoir qu'une seule au niveau européen, puisque plusieurs pays, parce qu'au-delà de la ville, c'est le pays qui organise, plusieurs pays sont évidemment capables d'organiser les Jeux Olympiques, ont déjà une infrastructure qui est de bonne qualité. Et donc, c'est vrai qu'il serait souhaitable d'avoir une ville européenne qui soit désignée. Pourquoi? Parce qu'après Tokyo 2020 et Rio 2016, ce serait pas mal que ce soit une ville européenne. Mon cœur peut balancer entre Rome et Paris, mais peut-être Paris, pas pour l'actualité récente tragique.
évidemment pour ça aussi. Mais c'est surtout parce il y a quelques années, pour les Jeux Olympiques 2012, j'étais au Parlement européen et on votait en plénière lorsque la décision est tombée pour Londres. Et j'ai vu un collègue, Pierre Chapira, qui était adjoint au maire de Paris, et pleurer, vraiment pleurer. Et m'a expliqué les raisons. Et quand on voit ce que l'impact des Jeux Olympiques peut avoir, non seulement en termes économiques, mais en termes d'impact positif sportif, mais c'est aussi par après l'utilisation des infrastructures. Et je pense que dans la candidature, aujourd'hui, on a parlé des critères de candidature. C'est vrai que la réutilisation des infrastructures après les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de fondamental. Athènes est un échec. Athènes n'a pas réutilisé une série de ses infrastructures, elles sont en train de pourrir dans un pays qui a de grands besoins, c'est choquant. Et donc clairement, sans doute que Paris aura une excellente candidature comme il l'avait en 2012, et donc voilà pourquoi, après 2 ou 3 échecs, peut-être le Tour de Paris est venu aujourd'hui. En tout cas, je vous le souhaite, Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la durabilité de ces investissements sportifs, c'est important dans ce dossier. Il y a un point important qu'il faut souligner, c'est la prise de conscience par le CIO lui-même de la nécessité d'aménager et de faire évoluer le cahier des charges. L'agenda 2020 montre bien qu'il faut utiliser les équipements existants ou prévoir des équipements temporaires. Et je crois que l'atout de la candidature de Paris réside dans le fait que nous n'avons à construire que le parc aquatique. C'est très peu par rapport à l'existant. Et en plus, nous avons en prévision un village olympique et paralympique qui va être, je crois, absolument exceptionnel, avec un restaurant qui est prévu dans la cité du cinéma existant actuellement dans l'île Pleyel. Et donc, je crois qu'on a sur le plan technique un dossier qui correspond parfaitement aux exigences et aux prévisions du CIO. Alors, ça fait partie aussi d'un dispositif héritage. Pour moi, l'héritage le plus important, il est sociétal. Les Jeux sont un formidable accélérateur pour faire en sorte que demain, le sport fasse partie d'un projet de société. J'espère qu'il sera au cœur des préoccupations des différents candidats à la présidentielle en 2017, parce que il y a une concomitance de dates, mais ça compte aussi. Vous avez évoqué les événements tragiques de Paris. Il y a aussi un événement majeur, c'est l'afflux de beaucoup d'immigrés sur le territoire européen. Est-ce que vous pensez, monsieur le député, que le sport peut être un facteur d'intégration de ces populations lorsqu'elles seront fixées, localisées dans des communes, dans des villes de Belgique ou d'ailleurs? Oui, parce qu'évidemment, on a un afflux de candidats réfugiés sans précédent au niveau du nombre. Mais on a déjà eu des vagues dans le passé. Parfois, ils venaient du Kosovo et d'autres régions. Et très souvent, je me suis rendu compte, même en tant que responsable maire d'une petite commune, que quand les réfugiés viennent, notamment avec des enfants, l'éducation, le fait que la présence des enfants à l'école, leur désir d'apprendre la langue, le sport, l'intégration dans un club sportif avec des petits copains et des copines, est certainement un des meilleurs vecteurs pour l'intégration. Donc le sport peut y contribuer. Maintenant, c'est vrai que la vague à laquelle nous faisons face aujourd'hui, il faut d'abord répondre à l'urgence qui est de voir leur statut, de les répartir sur le sol européen. On voit les difficultés, pour répartir la solidarité. Et on voit les résistances qu'il y a au niveau européen pour décider, de la part de certains pays. Donc clairement, première chose, c'est les intégrer quelque part, les affecter à un lieu d'accueil. Et sans doute, après, que l'intégration dans des structures existantes, et notamment par la pratique sportive, est certainement un atout pour les faire s'intégrer au mieux dans leur nouvelle société, pour autant qu'ils y restent de manière permanente. Certains vont peut-être manifester le désir de rentrer une fois et on peut l'espérer, que la situation soit stabilisée en Syrie. Monsieur le Président, est-ce que les institutions sportives, le comité olympique, les fédérations sont dans leur rôle en essayant de mobiliser leurs clubs pour trouver des solutions de proximité, comme cela a été indiqué, pour intégrer ces futurs réfugiés? Je crois que vous posez la bonne question. En fait, les structures sportives sont dans un rôle d'utilité sociale. C'est leur mission, elle est librement consentie, c'est du volontariat, il ne faut jamais l'oublier. Et il ne faut donc pas perdre de vue l'identité première d'un club. À travers la pratique sportive, y compris la pratique sportive compétitive, on construit l'identité d'une personne, d'un individu qui se nourrit aussi de son associativité et de finalement l'expérience que les anciens ont pu lui permettre d'acquérir aussi. Je prends un exemple très significatif, celui de la ville de Medellín. Tout le monde connaît Medellín pour une image liée au cartel de la drogue. Pas très positive, donc. Pas très positive. Sauf que, depuis 15 ans, la ville a pris le pari du triptyque éducation, culture, sport en investissant pratiquement 40% du budget dessus.
et les incivilités ont reculé et tout le monde s'accorde à dire que dans Medellín, il fait désormais bien vivre. Et le vivre ensemble ne peut se concevoir qu'après une certaine période. Il a fallu 15 ans pour arriver là. Donc ne demandez pas non plus au moment sportif et au club de faire des miracles en accueillant des migrants. C'est possible, mais il ne faut pas penser que pour autant les structures sont adaptées, les données sont remplies pour que l'on puisse résoudre une problématique qui dépasse largement le cas du moment sportif. Dans un contexte indépendant de cette population de migrants, il faudrait déjà concevoir un progrès à l'échelle de l'intégration de toutes les populations existantes, ce qui n'est pas encore le cas. Et il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Donc, je veux surtout indiquer qu'il y a à la fois du travail pour intégrer ceux qui sont déjà sur le territoire depuis longtemps, et il y a en plus une perspective qui est délicate sur le plan humain, mais qui ne peut pas être résolue comme ça par un appel simple à la solidarité. Je veux dire, à un moment, c'est un vrai souci de volonté politique. Vous partagez cette analyse, monsieur le député, pour conclure? Je la partage, mais pour faciliter l'intégration, je le répète, il faut une solidarité européenne où des contingents de candidats réfugiés soient acceptés dans tous les pays et au sein des pays qu'ils soient répartis, pas groupés au même endroit dans des périphéries urbaines où ça devient des ghettos et où les gens sont mal acceptés, ils font peur. Il faut les répartir sur le territoire, y compris dans les zones rurales. Et au prorata du nombre de réfugiés, c'est 1 pour 1000 habitants aujourd'hui. En Europe, si on intègre les 400 000 dont on nous parle de ce chiffre, ça veut dire que dans un village peut atterrir une famille et à ce moment-là, pour autant qu'il y ait évidemment les enfants dont je parlais dans les clubs, ça peut être aussi un jeune qui s'intègre, un jeune adulte qui s'intègre. L'intégration va par la répartition solidaire sur l'ensemble du territoire. Merci monsieur le député. Monsieur le président, merci de votre venue à Bruxelles. Et Sport et Citoyenneté vous donne rendez-vous prochainement pour une autre interview de ce style. Merci messieurs.